Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Karine Orio de Canal 2 International, une chaîne privée camerounaise, et Fatimata Wan Sagna de France 24. Au lendemain de l'élection présidentielle américaine, ce numéro sera consacré au bilan de la politique africaine de Barack Obama et à la future politique africaine du président élu Donald Trump. Mais pour commencer, je vous propose un portrait du 45e président des États-Unis, de la télé-réalité à la politique, un reportage d'Ambroise Duché. Donald Trump, une ambition américaine qui débute le 14 juin 1946 à New York. Né dans une famille aisée, Donald Trump est l'héritier d'un père promoteur immobilier. Pour lancer son fils dans les affaires, Fred Trump lui accorde un prêt d'$1 million. Une somme que Donald Trump va rapidement faire fructifier. Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement. Un sens des affaires et une stratégie implacable. Bâtir des tours en plein cœur de Manhattan, à l'époque où les prix sont très bas. Et ça marche. Dans les années 80, Donald Trump devient un homme d'affaires à succès. Je voudrais tout acheter si c'est possible. Dans les années 90, la vie privée de Donald Trump fait la une des médias. Son premier divorce lui coûte une fortune. Et son flair commence à lui jouer des tours. Il fera 4 fois faillite. Mais l'homme d'affaires rebondit en faisant de son nom une marque, articles de luxe vodka, et même des steaks estampillés à son nom. À la télévision, il est le héros d'une émission de télé-réalité regardée par 50 millions d'Américains. Dans les affaires comme en politique, Donald Trump s'affiche comme un battant, la rage de vaincre, pour mettre KO ses adversaires. Il y a un an, personne ne croyait à l'avenir politique de Donald Trump. Dans les capitales occidentales, son élection suscite à la fois enthousiasme et désarroi. 78% de Français ne sont pas satisfaits de l'élection de Trump comme président des États-Unis et 83% ont une mauvaise image de lui. Pour la première fois, les États-Unis, des manifestations ont lieu au lendemain d'une élection présidentielle. En Afrique, pour l'heure, seul le président du Burundi s'est félicité du résultat de cette élection. Comment la victoire de Donald Trump, Hassan Diop, a-t-elle été accueillis sur le continent? Vous l'avez dit, la première réaction et la plus rapide en Afrique subsaharienne, en tout cas en dehors de Al-Sisi en Égypte, ça a été Pierre Nkurunziza, tout simplement parce que dans son projet de politique étrangère, il l'a clairement dit, Donald Trump, nous allons sans doute y revenir, Donald Trump ne veut plus que les États-Unis soient le gendarme du monde. Autrement dit, on ne se préoccupera plus, sans doute, on se préoccupera moins du respect des droits de l'homme, des grands principes démocratiques que, par exemple, sous Barack Obama. Et qu'aujourd'hui, surtout en Afrique centrale, où l'on voit des dirigeants qui ont la tentation de se maintenir au pouvoir, de tripatouiller les constitutions, de briguer de manière parfois violente, parce que c'est le cas au Burundi, de briguer et ensuite de régner, d'avoir un 3e mandat présidentiel. Et je pense que Pierre Nkurunziza, avec l'arrivée au pouvoir d'un Donald Trump, ne va sans doute pas se gêner de changer la constitution et puis finalement de s'éterniser au pouvoir. Du côté du Congo-Kinshasa, c'est pareil. La réaction a été un peu plus, c'est voulu un peu plus subtil. On a vu Lambert Mende, qui est la voix de son maître, la voix zélée du président Joseph Kabila, dire que bon, il a été élu, c'est une affaire américaine, nous n'avons pas affaire d'ingérence, ce qui veut dire, à bon entendeur salut, ne vous mêlez pas de ce qui se passe chez nous. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un mot qui revient souvent depuis cette victoire de Donald Trump, c'est le mot inquiétude. Inquiétude, donc, de manière indirecte, évidemment, sur l'avenir politique de certains pays africains. Fatimata Wan Sagna, de bonnes raisons de s'inquiéter avec cette victoire de Trump en Afrique? C'est sûr, parce que on va vers une période d'incertitude totale. Déjà, lui-même est un personnage incertain, flou. Ses déclarations sont pour le moins la plupart du temps hasardeuses. Prenons des thèmes aussi simples que quid des engagements dans les traités internationaux? Va-t-il tenir les engagements? On sait que depuis hier, il a
éliminé de façon assez subtile, mais les gens l'ont remarqué vraisemblablement de son site internet, la proposition concernant la COP21. Il avait dit qu'il allait se retirer, ça n'est plus sur son site internet. Et la déportation des musulmans, parce qu'il avait appelé à la déportation des musulmans de façon globale et l'interdiction d'entrer sur le territoire des musulmans, ce qui est constitutionnellement indéfendable de toute façon. Donc il avait déjà ces deux thèmes, si vous voulez, ont déjà disparu de son site internet. Pardonnez-moi, mais il semble que le thème de l'entrée des musulmans très contrôlés a été remis depuis sur son site internet. Alors, donc on va voir, c'est ce que je dis, s'il y a une période d'incertitude, de flou, on ne sait pas vers où on va naviguer avec Donald Trump. Et ça va être très intéressant sur le continent de voir justement les engagements qui ont été pris, notamment militairement, parce que la guerre contre le terrorisme... On reviendra sur la future politique. C'est ça qui est très intéressant. Karine Oriot, une réaction à la suite de cette élection de Donald Trump? Alors moi, je ne partage pas du tout l'inquiétude en fait des Africains sur l'élection de Donald Trump, parce que je pense que c'est un fantasme qui est plutôt une peur, une inquiétude qui est très européenne. Je pense que les Africains n'ont pas du tout à s'inquiéter. Barack Obama, son prédécesseur, était dans la continuité de Bush et de Clinton, et je pense que Trump va effectivement faire la même chose, sauvegarder les intérêts d'abord américains. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en tout cas à mon sens. Non. Hassan Diop. Lorsque je parle d'inquiétude, c'est qu'on ne peut pas nier le rôle des grandes puissances. Barack Obama a été élu, c'est vrai qu'on reviendra sur son bilan à propos de l'Afrique. Il a surtout fait des discours sur l'Afrique en disant que ce sont aux Africains de se prendre en main. Mais il n'empêche que Barack Obama, en tant que chef d'État de la première puissance mondiale, essayait de donner des impulsions démocratiques sur le continent. Il conditionnait l'aide, que ce soit l'AGOA, etc., les privilèges douaniers étaient conditionnés tout de même à des principes politiques démocratiques. Donc, ce rôle prééminent, finalement, des grandes démocraties, qu'on le veuille ou pas, même si Donald Trump a été élu aux États-Unis, c'est peut-être justement un des avatars de la démocratie. N'empêche que les États-Unis incarnent non seulement l'idée de puissance mondiale, mais c'est aussi la principale démocratie de ce monde, et que par conséquent, à partir de là, les États-Unis ont un rôle, peuvent impulser effectivement les démocraties ailleurs. À partir du moment où Donald Trump ne s'intéressera plus à l'Afrique, où il ne voudra plus être justement gendarmé, entre guillemets, il y a gendarmé et gendarmée, bien entendu, eh bien, voilà, les dirigeants qui veulent rester au pouvoir... n'auront plus de bride sur le coup. Il n'y aura plus de bride, et voilà. Alors, du fait de ses origines kenyanes, l'élection en 2008 de Barack Obama avait suscité beaucoup d'espoir sur le continent, un continent sur lequel il s'est rendu à 4 reprises, notamment en Égypte, au Ghana, au Sénégal, puis récemment au Kenya. Au lendemain du 20 janvier, lorsqu'il passera la main à Donald Trump, que retiendra-t-on de la politique africaine d'Obama, Hassan Diop? Alors, il y a deux phénomènes. C'est d'abord, il y a le sentiment de fierté, et je crois qu'il est encore largement partagé sur le continent. On a une vision vraiment de fierté. Le premier noir, afro-américain, donc chef d'État, président des États-Unis. Et puis, il y a effectivement ce qu'il a fait pour l'Afrique. Encore une fois, je pense que Barack Obama a été élu par les Américains. Vous avez raison de le dire. Il fallait qu'il agisse pour les Américains. Et je vais même plus loin. Barack Obama on lui a reproché même de s'être très peu préoccupé des Afro-Américains, de leur sort, etc., etc., tout simplement parce que peut-être justement il ne voulait pas apparaître comme un chef d'État partisan, il voulait apparaître comme le chef d'État des États-Unis dans leur totalité. Et qu'on ne peut pas effectivement lui reprocher de n'avoir pas fait assez pour l'Afrique. Alors il a lancé de grands projets, c'est Africa Power, pour essayer d'électrifier l'Afrique, mais enfin bon, on pariait sur 30 000 mégawatts, et là on n'en est qu'à 400 je crois. Bon, c'est un projet peut-être de longue haleine. C'est vrai qu'il a ouvert aussi ses privilèges douaniers qui avaient été lancés sous Bush, il l'a amplifié. Mais c'est vrai qu'il est difficile de faire un bilan tout à fait satisfaisant, je dirais. Je dirais que le bilan concret d'Obama est moins satisfaisant que le bilan de Bush. Ah bah oui, ça c'est... Bilan mitigé, Fatimata Ouansanya, vous le partagez aussi? C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il y a de l'ordre de la déception amoureuse avec... voilà, il est arrivé, on aurait dit le Messie. Les Africains ont cru que c'était un Africain qui était élu aux États-Unis, donc ça va être leur porte-parole là-bas. Rappelez-vous quand même que le lendemain
lendemain de son élection au Kenya, c'était Obama Day. C'est férié quand même. Hein. Donc, il y avait cet écran géant dans le village de sa grand-mère, etc. Donc, tout ça, ça a marqué les esprits. Donc, il restera évidemment un modèle, un symbole énorme, notamment pour les jeunes et la jeunesse africaine, notamment à travers ce projet Yali, où justement, il envoie 1 millier de jeunes Africains entrepreneurs se former pendant 6 semaines, 12 en tout, parce que 6 semaines dans une université et 6 semaines dans une entreprise, et beaucoup de jeunes leaders africains d'aujourd'hui s'en sont servis, mais c'est surtout un bilan économique, c'est doing business in Africa. Donc ça a été la porte ouverte pour les entreprises américaines, l'occasion pour elles de venir s'implanter de façon durable sur le continent. Vous parliez de Power in Africa, mais Power in Africa, c'est surtout General Electric qui en bénéficie. Hein. Attention. Donc c'est vraiment tout ça. Et quand on retient de l'AGOA, c'est 50 milliards de dollars d'échange, ce qui représente moins d'un tiers de l'échange entre la Chine et l'Afrique qui fait 170 milliards. Donc en gros, le bilan économique est très faible, il restera un énorme symbole, effectivement, que les Africains pourront garder avec eux, mais ça restera une déception amoureuse, moi je pense. Mais il y a également sur le plan économique, on pourrait ajouter, Karine Orio, le Millennium Challenge qui avait été lancé par Bush et que Obama a poursuivi. Oui, moi je pense que... Alors moi je serais moins dure justement avec Barack Obama. Effectivement, c'est une fierté, c'est un symbole. Maintenant, il a quand même lancé des projets innovants. Et effectivement, en donnant la parole, la place à ces leaders, à ces jeunes leaders africains, c'est pas mal du tout. Alors, je pense quand même qu'il y a eu une augmentation de 70% de l'aide au développement accordée par les États-Unis au continent africain. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, Obama est arrivé dans quel contexte ? Dans quel contexte il trouve les États-Unis quand il arrive ? Parce qu'effectivement, Bush a impulsé un certain nombre de projets, mais à quelle époque ? Et puis, il a laissé le pays dans quelle situation ? Est-ce que quand on arrive, effectivement, on est fier d'être un enfant africain, on doit gérer les États-Unis ? Est-ce qu'il faut dépouiller toutes les caisses pour les faire entrer sur le continent ? Point d'interrogation. Donc, je pense que au contraire, moi je trouve qu'il a plutôt lancé des projets qui sont innovants et sa diplomatie économique est satisfaisante à mon sens. Sur le plan politique, Assane Diop, on n'oubliera pas le discours d'Accra, au cours duquel Obama déclarait « L'Afrique a plus besoin d'institutions fortes que d'hommes forts », un discours qui avait, on sans doute, pas été apprécié par les dirigeants. Mais c'est le langage de vérité. Obama est quelqu'un de très brillant, et en même temps, ce qui fait son talent aussi, c'est qu'il a une façon d'exprimer les choses avec simplicité, et en même temps, de manière percutante. Et c'est vrai, il a parfaitement raison. Et il a une dimension, il a un discours qui revêt une dimension universelle. C'est-à-dire que tout le monde peut entendre. On peut être américain, chinois, africain. Il s'adresse à tout le monde et avec un certain bon sens qui a caractérisé de grands dirigeants américains tels que Lincoln. Sur le plan politique, on peut aussi ajouter, effectivement, toujours dans le cadre de ces liens entre les États-Unis et le business, sans doute sous l'impulsion aussi de la Chine et de la globalisation de l'économie, c'est qu'il a institué des rencontres avec les dirigeants africains. Oui, il y a eu 2 séquences. Il y a eu la séquence à Washington et puis la séquence à Addis Abeba. Voilà. Est-ce que Donald Trump va pérenniser ce type de rencontre ? J'en doute très fortement. Alors Fatimata Ouansanya, sur le plan militaire, on connaît le discours antiterroriste des États-Unis qui a envisagé d'ailleurs d'installer une base à Dakar, le seul pays francophone que Barack Obama a visité. A visité, oui, absolument, et qui a laissé sorte d'immense fierté, faut le dire comme c'est pour le peuple sénégalais, notamment la jeunesse, on en parlait. Mais alors, l'impulsion et l'implication des armées américaines sur le continent, c'est la séquence la plus importante, on va dire, et sans doute ça va être poursuivi par Trump, faut pas exagérer. Ils ont développé tout le programme des drones, notamment, ça va être le marché des drones, l'implication des drones américains sur le continent, ça va être le plus important après l'Afghanistan. Donc c'est vraiment, et notamment on sait au Niger, donc c'est très important pour eux. Donc effectivement, cette voie-là va être poursuivie, forcément. Le bilan militaire est très important. Il y a la lutte contre le terrorisme. Alors évidemment, on sait que Boko Haram, les Chebab, et puis tout le Nord Mali, on en passe, et les meilleurs, et Daesh et la Libye. Alors ça, voilà, le chemin ne sera que grand. Et forcément, la nouvelle équipe de Bush, évidemment, le lapsus de Trump,
de Trump va être forcément dans la lignée, dans la droite ligne de ça, parce que évidemment renforcer la puissance militaire des États-Unis sur le continent va être une grande priorité pour eux, c'est sûr. Vous partagez cette analyse? Alors je partage l'analyse de Fatimata, effectivement. Après, maintenant, je pense qu'il faut redéfinir les enjeux. Là, on a vu que Trump faisait plutôt un appel du pied à la Russie. Bon, est-ce que ça va être décisif? Comment est-ce qu'il va se repositionner sur le continent? Je pense que Barack Obama déjà avait opéré une rupture. Parce que même si effectivement les efforts qui ont été faits, notamment à Agadez au Niger, sont des efforts considérables sur le continent, je pense qu'ils avaient déjà adopté la stratégie du leadership en retrait. C'est-à-dire qu'effectivement, ils projetaient plutôt des formations. D'ailleurs, il y a des équipes d'Africains qui sont formées justement dans les unités américaines. Donc, ils ont une autre stratégie qu'ils ont mis en place. Je ne suis pas sûre que Trump arrive avec un intérêt particulier, en tout cas, de sécurité sur le continent africain. Qu'est-ce que ça représentera? Point d'interrogation. Hassan Diop. Ce ne sera peut-être pas forcément, il ne va pas raisonner en termes de sécurité pour les Africains, mais en termes de sécurité nationale pour les États-Unis. Et il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les stratèges, les militaires, les spécialistes de sciences politiques et de géopolitique le répètent à tue-tête, la menace terroriste est une menace globale. Et que lorsque le terrorisme prospère en Afrique, c'est une menace pour les intérêts américains. Lorsqu'il s'agit par exemple de champs pétrolifères, de pays producteurs de matières premières, de difficultés d'accès à certains produits de première nécessité pour les industries et même pour les investissements, tout simplement. Donc, je pense qu'effectivement, si Trump a une vision binaire, finalement, parce qu'on peut résumer sa politique, en tout cas, ce que l'on en sait, à une vision binaire, c'est-à-dire d'abord les États-Unis, et à l'intérieur des États-Unis, sa clientèle blanche menacée peut-être par la globalisation, qui a peur des minorités qui grandissent de plus en plus démographiquement. Et puis, cette vision binaire, c'est aussi d'abord l'Amérique et le reste du monde après. Cette vision binaire, c'est qu'il faut faire payer aux autres pays membres de l'OTAN une facture. C'est tellement simpliste, mais finalement, si il ne voit l'OTAN qu'en termes de coûts et non pas en termes d'objectifs, il est complètement à côté de la plaque. Et je doute effectivement que les stratèges américains, les militaires américains qui auront voix au chapitre, se détourneront aussi facilement de la lutte contre le terrorisme, contrairement à ce que pourrait laisser penser Donald Trump. Alors, pour revenir également à la politique, au bilan de la politique africaine d'Obama, on retiendra également Fatimata Ouansanya, cet échange qu'il a eu avec Macky Sall lors de son voyage à Dakar, sur le droit des homosexuels. Absolument. Et ça a été vraiment retenu sur le continent. Et on lui en a tenu rigueur, d'ailleurs. Beaucoup on sait, de journalistes, de spécialistes et même le peuple se sont indignés en disant mais comment il vient ici, il nous donne des leçons et puis il ne trouve rien de mieux à nous dire finalement que de nous parler des droits homosexuels. Mais la réponse de Macky Sall avait été magistrale. Absolument, qui n'est pas du tout notre priorité. Et ça, c'est intéressant parce que sachez que sur Trump, par exemple, celui qui est opposé aux droits des homosexuels, au mariage gay, on va dire, parce que les droits des homosexuels, c'est encore autre chose. Et à l'avortement. Et à l'avortement. Ceci dit, on ne sait pas ce qu'il pense réellement. Le candidat Trump, là, il ne faut pas trop s'avancer. Son vice-président, oui, on sait qu'il est contre son vice-président, oui, lui, on ne sait pas trop ce qu'il pense là-dessus. Ceci dit, c'est quelqu'un qui, sur ce chemin-là, ne va pas s'aventurer comme Obama. Il ne faudra pas espérer de lui des discours là-dessus. Il ne va pas tenser les démocraties africaines sur leur implication ou pas dans les droits des homosexuels. Il ne va pas s'insurger plus que ça sur les répressions des homosexuels et des droits des homosexuels sur le continent africain. Ça ne va pas du tout être sa tasse de thé. Il ne faut pas rêver là-dessus. Les droits de l'homme seront secondaires, à mon avis, pour Trump. Ça, vous partagez oui, je partage parfaitement cet avis. C'est-à-dire que les droits de l'homme, je pense que Trump, il ne faut pas du tout l'attendre là-dessus. Ce ne sera absolument pas sa priorité. Ceci étant, je pense que comme Barack Obama, s'il a un truc à dire, Trump, il est bien connu pour cela. C'est-à-dire qu'il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense. Et s'il y a des choses à condamner, évidemment qu'il le fera. Mais il faut craindre des incidents. Je pense qu'avec le continent, c'est plutôt ça la crainte. C'est-à-dire que avec certains pays, on devra justement s'attendre à des crises, quoi. Alors, sans surprise, l'Afrique a été absente de la campagne américaine. Le slogan de campagne de Donald Trump, c'était « Make America Great Again », traduit les priorités du futur locataire de la Maison-Blanche. Je vous propose ce reportage de Magali Boissin. Dès les premiers jours de son mandat, le nouveau président américain promet des réformes au pas de charge pour son pays. En matière d'immigration, une promesse répétée sur tous les tons pendant la campagne. Build that wall.
Rebâtir le mur à la frontière mexicaine, plus haut, plus solide et plus long que celui qui existe aujourd'hui. 1600 km au total construits aux frais du Mexique, selon Donald Trump. Il promet l'expulsion sans délai de 2 millions d'immigrés clandestins. Côté économie, il appliquera une baisse générale des impôts. Pour les plus riches, mais aussi pour les entreprises, avec un impôt pour les sociétés divisé par 2, de 35 à 15%. En même temps, Donald Trump compte mener une politique de grands travaux. Nous allons reconstruire nos autoroutes, nos ponts, nos tunnels, nos aéroports, nos écoles, nos hôpitaux. 1 000 milliards de dollars d'investissement dans les 10 ans pour relancer l'économie. Son ambition, 4% de croissance par an et la création de 25 millions d'emplois. Un programme qui pourrait faire exploser la dette et le déficit américain. C'est le retour en force des États-Unis, Assane Diop, et l'Afrique dans tout ça. Et puis apparemment, pour quelqu'un qui se veut libéral, d'une politique planifiée, puisqu'il faudra injecter de l'argent dans les grands travaux. Il faudra aussi, surtout, imposer des taxes douanières prohibitives pour la Chine. Or, il se trouve que lorsque les États-Unis s'endettent, les bons du Trésor sont achetés par la Chine. Et on verra bien si Pékin acceptera effectivement de voir sa production manufacturière subir des taxes démesurées pour permettre à M. Trump de n'en faire qu'à sa tête, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et encore une fois, tout ça, ce sont des discours d'estrade, ce sont des discours de campagne. Et même concernant le mur, ça reste à voir, que cette espèce de mur de séparation, qui plus est, qu'il veut faire payer au Mexique. La plupart des observateurs très sérieux disent que c'est infaisable et que c'est intenable et que c'est impossible, ne serait-ce qu'au vu. Et alors, sa politique de l'immigration, c'est-à-dire de faire repartir, semble-t-il, 2 millions ou 11 millions de personnes qui sont en situation illégale, je pense que là, il faudrait qu'ils s'attendent à des centaines de milliers de procès qui font que ceux qui doivent être virés ne seront pas virés du jour au lendemain et qu'il faudra peut-être 3 mandats dans Donald Trump pour qu'il arrive à vider ces clandestins des États-Unis. Fatimata Ouansanya, les ressources minières du continent ne sont pas sans intérêt pour les États-Unis tout de même. Ça, c'est sûr. Ça, il va avoir un œil là-dessus, ça c'est certain. Et les équipes commencent déjà à prospecter. On sait que, évidemment, depuis que le gaz de schiste et le pétrole et les ressources qui ont été découvertes aux États-Unis, évidemment, c'est moins une priorité de ce côté-là pour les États-Unis. Mais alors, il y a tout le reste, évidemment. Pensez que, par exemple, tous les téléphones portables qui sont fabriqués avec des composants qui viennent des minerais, qui viennent du continent pour la plupart. Donc, forcément, il va y avoir un intérêt accru sur le continent. Il n'y aura pas du jour au lendemain, ils ne vont pas changer leur fusil d'épaule là-dessus. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant de voir que cet homme comme Trump, qui va relancer, évidemment, qui rêve finalement d'un New Deal à la Roosevelt. Alors, rappelons quand même, pour mémoire, que le New Deal, ça a été un échec économique. Les gens ont tendance à l'oublier. C'est un échec économique. Ça a explosé la dette, etc., on l'a dit, mais aussi le chômage à la fin. Par contre, ça a été une réussite politique pour Roosevelt, qui a fait qu'il s'est maintenu. Ça a quand même permis de surmonter la crise de 29. Oui, certes, mais à la fin des courses, si on fait le bilan, il y a eu une explosion, et ça, c'est les faits historiques qui l'attestent, une explosion du chômage, etc., à la fin. Donc ça a été un bilan, une réussite politique, et peut-être que c'est là-dessus, qui sait, que Trump va jouer. Peut-être qu'en se présentant comme étant celui qui aura relancé l'économie américaine en leur faisant construire des ponts, des routes et des hôpitaux, il espère tirer profit de ça et avoir... peut-être que finalement, on va découvrir un Trump politique plus qu'on ne le pensait. Qui sait ? Karine Norio, un peu de politique fiction. Quel serait, selon vous, le chef d'État africain avec lequel Donald Trump pourrait avoir un atome crochu ? Je pense que je n'ai pas la réponse. Oui. Ça serait compliqué. Je sais qu'un de ses conseillers avait été le communicant, avait fait du lobbying pour Mobutu. Oui. Et c'est le même qui, d'ailleurs, a fait aussi du lobbying pour les dirigeants ukrainiens avant la Révolution. Voilà, donc je pense, pourquoi pas, un dirigeant d'Afrique centrale. À mon avis, c'est peut-être... Un nom. Je ne donnerai peut-être pas de nom, mais en tout cas, c'est la clientèle qui sera la plus demandeuse.
À mon avis, ils seront nombreux. Hein. Ouais. Ne croyez pas ça. Je pense qu'ils seront nombreux à pouvoir entendre ce discours-là qui n'est finalement pas impliqué. Il Pas ne va interventionniste. pas interventionniste. Il ne va pas leur faire des leçons de morale à tour de bras. Voilà. Il va les laisser diriger leur politique, business as usual. Donc, il n'y aura aucun problème. Ça sera le mot de la fin. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Fatimata Ouansania de France 24 et à Karine Oriot de Canal International, que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois. Hassan Diop, vous étiez en minorité aujourd'hui. C'est une première également. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.